Bonjour à tous. Vous vous êtes probablement déjà retrouvés dans l'une ou l'autre de ces situations. Vous vous êtes documenté sur le changement climatique et, au fur et à mesure, vous avez pris conscience de la complexité du problème. Et maintenant, vous êtes angoissé et vous ne savez plus quoi faire. Vous avez mis en place des actions concrètes à votre échelle pour agir. Et puis, vous en parlez autour de vous, mais vos interlocuteurs ne passent pas à l'action et ça vous énerve. Déjà, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Et puis, il y a des raisons rationnelles à cela. Ces raisons, je les ai tirées de la conférence de Jean-Marc Jancovici et Étienne Klein, organisée par la Fresque du Climat à la Cité Fertile en juin 2021. Je vais maintenant vous présenter non seulement ces raisons, mais également les pistes qu'ils ont données pour les dépasser, dans les deux cas, que ce soit pour soi ou pour les autres. La première chose que j'ai trouvée intéressante, c'est de comprendre pourquoi on peut se sentir paralysé à titre individuel, mais également pourquoi on a si peu d'influence sur les autres quand on parle du changement climatique. La première raison est psychologique. Je pense qu'on a tendance à développer ce que Hegel appelait une conscience malheureuse. Conscience malheureuse, c'est quoi? C'est, dit-il, lorsque vous avez conscience d'un problème, vous connaissez la solution de ce problème, mais elle est tellement radicale et tellement difficile à imposer que vous la considérez comme impossible. Donc vous connaissez la solution, mais elle est impossible, donc ça vous met dans une conscience malheureuse qui vient du fait que vous vous sentez impuissant. Alors quand Étienne Klein dit qu'on connaît la solution au problème, voici comment je l'interprète. Nous n'avons pas forcément le détail de la solution, mais nous savons que la solution passe par un changement profond de notre économie et de notre société, et c'est ça qui nous paraît impossible et nous plonge dans un état de conscience malheureuse. Et voici maintenant une deuxième raison de l'inaction. Je suis tombé par hasard sur un texte de Thomas Hobbes. Il dit en gros que notre passion est sélective. Par exemple, il y a des vérités qu'on ne conteste pas, soit parce qu'on les ignore, soit parce qu'elles nous sont indifférentes. Et il parle des vérités de la géométrie. La somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Ça gêne personne. Ça ne menace les intérêts de personne. Ça ne contrecarre les ambitions de personne. Donc ce sont des vérités qui ne sont pas contestées. Mais il dit, si ces théorèmes de géométrie nous dérangeaient, ou dérangeaient le pouvoir de quelques-uns, on organiserait des bûchers des livres de géométrie. Et je trouve cette théorie très intéressante. Elle est applicable à titre individuel, une vérité qui nous dérange, ou à titre collectif, une vérité qui dérange la société. Pour le climat, nous avons les analyses scientifiques. Nous avons par exemple les rapports du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un organisme ouvert à tous les pays membres de l'ONU. Le GIEC a pour mission d'évaluer les informations scientifiques disponibles de façon neutre et objective en rapport avec la question du changement climatique. Le GIEC a été créé en 1988. Cela fait donc des dizaines d'années que nous avons des rapports scientifiques. La troisième raison de l'inaction est marketing. Alors les médias, ils ont leurs propres règles de fonctionnement et en particulier, ils en ont une qui est absolument capitale, qu'il faut bien avoir en tête, qui est qu'aucun média ne cherche à faire fuir son audience. Aucun. Donc ce qu'a dit, ça se rapproche de ce que vient de dire Étienne sur le fait que découvrir des nouvelles choses en matière de changement climatique, c'est souvent apprendre une mauvaise nouvelle de plus. Fournir des mauvaises nouvelles à son lectorat, c'est difficilement compatible avec ce que souhaite la régie publicitaire ou même ce que souhaite la façon de fonctionner des gestionnaires de médias, même quand leur média ne dépend pas des recettes publicitaires. Par exemple, la démagogie de l'audience frappe tout autant Radio France que TF1. Il n'y a pas de différence pour ce que j'en connais. Donc il y a un sujet, il y a une barrière à l'entrée très forte de ces sujets-là dans les médias, c'est qu'ils sont difficilement compatibles avec le fonctionnement même d'un média, qui est de ne pas faire fuir les gens dont il s'occupe. Ceci explique pourquoi il y a finalement moins d'actions qu'on le souhaiterait. Certaines personnes ne sont tout simplement pas au courant parce qu'on n'en parle pas dans les médias. D'autres personnes peuvent en entendre parler vaguement, mais se dire que si c'était vraiment important, on en parlerait plus. Maintenant que nous avons vu les freins à l'action de façon générale, je suis sûre que vous voulez savoir comment on peut dépasser ces freins, que ce soit pour soi, de façon individuelle et dépasser son angoisse, ou que ce soit pour les autres, et ne pas avoir l'impression d'être le seul dans sa barque.
Voici d'abord le moyen de sortir de la conscience malheureuse que nous avons vue tout à l'heure. Il y a un problème qu'il faut savoir résoudre quand on s'attaque à un sujet aussi protéiforme et universel que la question de notre rapport aux limites planétaires, parce que finalement c'est ça le sujet du changement climatique. C'est un sujet qui va embarquer la totalité de ce qu'on fait partout et tout le temps, puisque ça concerne la manière dont on est organisé, ce qu'on consomme, ce qu'on apprend, ou enfin partout, tout le temps. Il faut savoir choisir ses combats et faire la différence entre ce qu'on est capable de faire et ce qu'il faudrait faire. Tout à l'heure, on parlait des émotions. Enfin, en tout cas, moi, j'en parlais. Il y a un truc qui est j'ai envie de dire fréquent. Quand on commence à comprendre cette histoire de climat et encore une fois plus généralement cette histoire de limites planétaires, c'est la sidération devant l'ampleur de la tâche. C'est-à-dire on se dit il va falloir tout changer, absolument tout partout. Par quoi je commence ? Et à ce moment, il y a un facteur qui bloque souvent le passage à l'action. C'est aussi pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des initiatives locales, collectives, etc. C'est d'être bien capable de comprendre ou d'accepter que ce qui est à sa portée ne résoudra pas la totalité du problème, mais que de toute façon, c'est un choix entre ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et que la seule question qui se pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je peux faire moi ? C'est pas est-ce que ça va résoudre la totalité du problème, c'est qu'est-ce que je peux faire moi ? Au niveau individuel, c'est donc très clair. Commençons par ce sur quoi on peut agir, comme par exemple manger moins de viande ou diminuer son chauffage de 1 degré l'hiver. C'est concret et ça sera toujours ça de prix. Et maintenant, comment on embarque du monde ? C'est s'appuyer sur des gens qui, tout bien pesés, ont quelque chose à gagner dans l'histoire, si l'histoire devient sérieuse, parce que je suis intimement convaincu, à mon âge, que la société, elle évolue sous l'effet de confrontation d'intérêts et pas du tout sous l'effet de l'acquisition d'une compréhension rationnelle du monde qui fait qu'on prend des décisions rationnelles. On ne prend pas des décisions rationnelles, on pilote rationnellement nos désirs, ce qui est tout à fait différent. Concrètement, comment on s'appuie sur les personnes qui ont un intérêt dans ce qu'on dit ? Je vais prendre un exemple. On peut aller discuter du changement climatique dans un resto vegan. Le ou la responsable sera très intéressé de savoir que son restaurant est utile à la cause climatique, alors que probablement sa raison profonde est totalement différente, soutenir la cause animale par exemple. Cette personne aura peut-être envie de se documenter plus, voire même d'en discuter avec ses clients, et elle deviendra ainsi une ambassadrice du changement climatique. Une autre piste peut être de ne pas dire « Moi, j'ai arrêté de manger de la viande pour le climat », mais plutôt « Qu'est-ce que je fais comme économie depuis que j'ai arrêté de manger de la viande ?» Un autre moteur pour l'action est la compréhension des enjeux. Alors la question du changement climatique, elle touche tous les compartiments de la société et chacun d'entre nous. Donc effectivement, au Shift Project, on pense, mais je pense qu'à la fresque du climat, on pense exactement la même chose, qu'il faut faire partager la compréhension des enjeux et faire naître le débat sur qu'est-ce qu'on fait maintenant auprès du plus grand nombre. Je pense qu'effectivement, il y a une première condition du succès qui est de bien comprendre, même si c'est un peu désagréable, mais c'est moins désagréable quand on le fait ensemble. Donc il y a un truc que la Convention citoyenne a bien montré, c'est que être plusieurs, avoir un collectif, quand on apprend quelque chose de désagréable, ça lève une partie de l'angoisse par rapport au fait d'apprendre seul. Donc c'est aussi, je pense, un des facteurs explicatifs du succès de la fresque, c'est que c'est un apprentissage collectif. C'est-à-dire qu'en fait, les gens apprennent. En plus, ils apprennent en cherchant. Et quand on cherche, c'est le jeu de piste, c'est les trucs de scouts, etc. C'est toujours plus rigolo que quand on est passif sur un siège, même quand on est plusieurs dans une classe, à apprendre. Donc il y a un côté, j'ai envie de dire, il y a des techniques pédagogiques qui font que la compréhension peut passer plus ou moins facilement. Et ensuite, le deuxième truc que j'ai retenu, alors je ne suis pas là en train de dire les 150 propositions ou les 140, je ne sais plus, de la Convention étaient toutes bonnes à prendre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où les gens réfléchissent ensemble et se mettent ensemble à se demander comment on fait pour avancer, c'est plus facile pour eux que quand chacun réfléchit dans son coin. Donc il y a un côté collectif dans le fait de se demander ce qu'on est capable de faire qui renforce, à mon avis, la détermination. Parce qu'une partie des propositions qui étaient faites étaient des propositions qui étaient restrictives, y compris pour les gens qui ont fait les propositions. Et que très probablement, ils n'auraient jamais faites, seuls dans leur coin, avant cet exercice. La fresque du climat est un outil pédagogique collaboratif sous forme de jeu pour comprendre les causes et les conséquences du changement climatique grâce à l'intelligence collective. Cela peut se faire en famille ou entre amis et même en entreprise. Et ça peut se faire soit en ligne, soit en présentiel.
Je suis personnellement animatrice de la fresque du climat, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que j'organise une fresque pour vous ou pour votre entreprise. Je vous mets tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Enfin, si vous voulez comprendre l'enjeu climatique seul, même si on l'a compris, c'est moins marrant, je vous renvoie vers la première vidéo de ma série Café Climat. J'ai fait une série de vidéos de moins de 5 minutes chacune pour pouvoir comprendre un aspect du changement climatique, le temps de boire un café. Maintenant que je vous ai donné des pistes de choses à faire de votre côté, je vais vous dire ce que je vais faire moi. Je vais continuer à animer des fresques du climat pour diffuser la compréhension. Mais je vais également aller sur un autre terrain, celui du marketing. Ce que j'ai décidé de faire cet été, c'est de diffuser des vidéos qui montrent les avantages d'un comportement pour une toute autre raison que le changement climatique. Je vais tester et puis je vous dirai à la rentrée comment ça a fonctionné. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie de ces vidéos, pensez à vous abonner et à activer la cloche. En attendant, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé et ce que vous allez faire vous de votre côté. J'ai hâte de savoir.